Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue. Voici vos infos du soir. Des centaines de victimes de la canicule au Pakistan. Les habitants de la région de Karachi, dans le sud du pays, suffoquent littéralement. Depuis la semaine dernière, le pays est confronté à des températures jamais égalées depuis une trentaine d'années, cumulées à des coupures d'électricité. Le match entre marché traditionnel et grande surface en ce mois sacré de Ramadan, un mois de grande consommation au cours duquel tous les commerces sont pris d'assaut. Quelles sont les préférences des Marocains lorsqu'ils font leur commission? Réponse dans cette édition. Au cours de ce journal, nous passerons à table en compagnie d'une famille sahraoui, l'occasion de goûter au lait de chamel et à la soupe d'orge, des plats traditionnels qui sont, vous le verrez, de plus en plus concurrencés par les produits industriels de grande consommation. Et à la fin de cette édition, nous laisserons libre cours à l'imagination de ces jeunes créateurs marocains, des passionnés d'art contemporain qui ont tapé dans l'œil des organisateurs de la fête des installations, un événement aussi déroutant qu'intriguant organisé aux abattoirs de Casablanca. L'état d'urgence est donc décrété au Pakistan à la suite de la canicule qui sévit dans le sud du pays. Des températures avoisinant les 45 degrés ont fait autour de 700 morts ces derniers jours dans la région de Karachi, la plus grande ville pakistanaise. La plupart des victimes sont des personnes pauvres ou fragiles. Ce soir, les autorités pakistanaises espéraient une chute du mercure à la faveur des orages annoncés par la météorologie nationale. Le récit de Nadia Hamouchi. Le balai des brancards semble interminable. Par centaines, les malades affluent sur les hôpitaux de la capitale pakistanaise. Des personnes âgées et démunies pour la plupart, car particulièrement sensibles aux grosses températures. C'est l'état d'urgence dans tous les établissements sanitaires de Karachi, la ville qui compte le plus de décès. Karachi n'a jamais vécu ce genre de situation. C'est critique. Les patients se présentent ici avec de la fièvre et des maux de tête. Certains perdent connaissance. La majorité des victimes sont diabétiques ou souffrent de maladies cardiaques. Aujourd'hui encore, le mercure affichait 44,5 degrés dans la capitale. En plus de la chaleur étouffante, la ville vit depuis samedi au rythme des coupures d'électricité désormais quotidiennes. Des millions de Pakistanais sont également privés d'eau. Je suis très inquiet. Je n'ai ni eau ni électricité à la maison. J'ai cherché des glaçons pendant 1 heure. La situation est insupportable. Hier, le gouvernement pakistanais a sollicité le renfort de l'armée et de la force paramilitaire pour la prise en charge des victimes. Ce pic de mortalité intervient 1 mois après celui qu'a connu l'Inde voisine, où la vague de chaleur a fait plus de 2000 morts. International toujours, et l'apparition de plusieurs cas de coronavirus MERS provoque un véritable séisme chez le géant sud-coréen Samsung. Le groupe spécialisé dans les nouvelles technologies est le fondateur d'un prestigieux centre hospitalier dans la capitale, Séoul, dans lequel sont apparus la moitié des 175 cas recensés dans le pays. Conséquence, l'héritier de la multinationale s'est confondu en excuses dans les médias et en public. Et je vous rappelle que le coronavirus MERS a fait 27 morts en Corée du Sud depuis le 20 mai dernier, date de l'apparition de la maladie. L'Iran, l'Irak et la Syrie entendent faire front commun contre l'organisation terroriste État islamique. Leur responsable doit se retrouver la semaine prochaine dans la capitale irakienne, Bagdad. Entre-temps, les États-Unis annonçaient la mort d'un important recruteur de Daesh. D'après un porte-parole du Pentagone, il a été tué dans un raid de l'aviation américaine le 15 juin dernier à Mossoul, dans le nord de l'Irak. L'individu serait impliqué dans l'attaque contre le consulat américain de Benghazi en Libye, qui avait coûté la vie le 11 septembre 2012 à 4 Américains, dont l'ambassadeur des États-Unis dans le pays. Au lendemain de l'annonce du lancement d'une mission navale européenne de lutte contre le trafic de migrants en Méditerranée, le secrétaire général de l'ONU est monté à la tribune de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg. Ce fut l'occasion pour Ban Ki-moon de mettre l'accent sur la nécessité d'accorder la priorité au sauvetage des migrants. Le récit de Mehdi Sofiane. Pour Ban Ki-moon, sauver la vie des migrants devrait être la priorité des dirigeants européens. Le secrétaire général des Nations Unies appelle l'Europe à faire preuve de solidarité avec les migrants. Devant le Conseil de l'Europe à Strasbourg, Ban Ki-moon a néanmoins salué le développement des opérations européennes de sauvetage en Méditerranée, et cela au lendemain du lancement par l'UE d'une mission navale de lutte contre le trafic des migrants. Je vous appelle à protéger les droits de ceux qui fuient les conflits, la persécution, la pauvreté et le manque d'accès à un travail décent. Nous avons une responsabilité commune. Nous devons agir pour éviter de nouveaux drames.
L'Europe a besoin de voies plus sûres, régulières et ordonnées pour la migration et la mobilité. Mais sur le vieux continent, les conditions de mise en œuvre de cette solidarité font débat. La Hongrie a suspendu aujourd'hui l'application d'un règlement européen sur les demandes d'asile. Budapest affirme que ses centres d'accueil sont surchargés. Et il y a quelques jours, le gouvernement italien accusait l'Autriche et la France de refouler à leurs frontières des migrants venant d'Italie. Rome, qui a secouru hier à 80 km des côtes libyennes, plus de 2500 personnes qui se trouvaient sur un bateau en partance pour l'Italie. L'embarcation a essuyé des coups de feu dans des circonstances indéterminées. Un migrant a été tué. Sachez que les députés français ont approuvé aujourd'hui le protocole d'entraide judiciaire franco-marocain. Le texte a été voté par 33 voix pour et 4 contre. Et il met un terme définitif à la brouille diplomatique entre Paris et Rabat. Il a reçu l'appui des socialistes et du parti Les Républicains notamment. Au Maroc, la question épineuse du mariage des mineurs revient dans le débat public. Le dossier a été soulevé aujourd'hui lors des questions orales au gouvernement devant la Chambre des représentants. Interpellé à ce sujet, le ministre de la Justice et des Libertés, Mostafa Ramid, a mis l'accent en guise de solution sur la nécessité de favoriser l'accès des filles le plus longtemps possible au système scolaire. Le récit de Kawsar Dahdouh sur un reportage de Moubarak Ibrahimi et Aïssa Massoul. La séance des questions orales à la Chambre des représentants a débuté par un dossier social, le mariage des mineurs. Le renforcement de l'arsenal juridique était au centre des débats. La mise en application du Code de la famille a connu certains dysfonctionnements. Certaines exceptions, telles que le mariage des mineurs, sont devenues très fréquentes. C'est pour cela qu'il faut réviser l'article 20 de ce texte. Pour le ministre de la Justice et des Libertés, Mostafa Ramid, la priorité est de renforcer les actions de sensibilisation et les politiques agissant au niveau économique et social. Nous devons travailler sur les questions de fond et œuvrer pour assurer l'accès des filles mineures à l'éducation. Selon une étude menée par le ministère de la Justice, le mariage des mineurs a connu une baisse de près de 13% en 2012 avant d'enregistrer une hausse de près de 3% l'année suivante. À la veille de l'affichage des résultats, l'angoisse des candidats au baccalauréat est à son comble. Quoi qu'il en soit, le sort est scellé. Leurs copies ont été passées au crible entre les mains des correcteurs, même si avant l'enregistrement définitif de la note finale, les épreuves sont étudiées une dernière fois en commission de délibération. Nous avons suivi l'une de ces sessions dans l'académie de Marrakech avec Seder Benzina et Mohamed Chihima. Le récit lui est signé Donia Hachem. C'est au tour des professeurs de recevoir leurs copies au centre de délibération. L'heure est à la concentration et pour cause, la tâche est d'une grande importance pour ces professionnels de l'enseignement. C'est eux qui sont chargés de vérifier les notes des copies des candidats. C'est à l'issue de ces délibérations que les lycéens apprendront s'ils ont obtenu le précieux sésame pour les études supérieures. L'opération consiste essentiellement à de la vérification. Elle vise à garantir la crédibilité de l'examen. Elle consiste ainsi à valider les notes par le comité. Les travaux de vérification effectués, l'étape suivante est la correction des données saisies. Elle s'ensuit de l'inscription sur des procès-verbaux spéciaux pour aboutir à l'annonce des résultats finaux. Concernant les cas de fraude, ils sont gérés par un conseil disciplinaire spécial en cette occasion. Les délibérations terminées, le comité devient un conseil disciplinaire. Il doit se réunir mercredi matin pour déterminer les sanctions. Cela peut être une interdiction de se présenter à l'examen pendant 1 ou 2 années. C'est la dernière ligne droite pour les 36 000 bacheliers de l'Académie régionale de Marrakech avant l'annonce officielle des résultats demain. Et selon le comité de délibération de cette académie, les résultats s'annoncent meilleurs que l'an dernier. Pendant le ramadan, 2 écoles s'affrontent en matière de courses. Il y a ceux qui enfourchent leur caddie pour dévaler les rayons des supermarchés. Puis il y a les adeptes du marché traditionnel. Un choix souvent gouverné par des considérations de coût et de qualité. Alors quelle est la formule privilégiée par les Marocains en termes de rapport qualité-prix? Élément de réponse avec Donia Hachem et Youssef El Razi. Ces 20 dernières années, le mode de consommation des Marocains a changé avec l'essor des grandes surfaces et des centres commerciaux. Offre du jour, promotion, la grande distribution ne cesse de redoubler d'efforts pour attirer et fidéliser de nouveaux clients. Les consommateurs marocains, eux, sont de plus en plus exigeants et ne lésinent pas sur la qualité des produits. Tout
dépend des produits. Donc il y a les produits qui sont périmables et où il y a une certaine date qu'il faut respecter. Donc là, je privilégie les grandes surfaces où c'est contrôlé et il y a une hygiène. Donc c'est vrai aussi qu'on a certains produits qui sont moins chers, mais avec les promotions pour le ramadan, les supermarchés ont fait un effort. Face aux grandes surfaces, de nombreux Marocains des zones rurales ou même urbaines restent attachés à leur héritage, le souk, un mode de consommation traditionnel basé sur une relation de confiance et une proximité. Rziza dans les pâtisseries coûte 4 dirhams, je la vends à seulement 2 dirhams 50. Les crêpes sont à 8 dirhams, chez moi elles sont à 7 dirhams. Le prix, c'est la différence entre les supermarchés et mon commerce. Les prix sont moins chers au souk. Bien sûr, lorsqu'il y a une promotion dans les supermarchés, c'est intéressant. Mais je me méfie des promotions. Pour moi, cela veut dire que la date de péremption approche. Malgré des hausses et des baisses, les prix au souk sont globalement toujours les mêmes. C'est moins cher. Les prix plus ou moins mais c'est moins cher généralement. Que l'on privilégie le prix, l'hygiène ou encore la relation de confiance avec le commerçant, chacun y verra son avantage. Le fait est que désormais le choix s'offre aux consommateurs, toujours à la recherche de produits de qualité au meilleur prix. Et quoi qu'il en soit, pendant ce mois sacré, le régime alimentaire doit être maîtrisé, ce qui est encore plus vrai pour les personnes diabétiques. Des patients qui peuvent compter sur le soutien de l'association ML présente sur l'ensemble du royaume et en pleine campagne nationale de sensibilisation. Ses membres sont en première ligne. Rencontre avec son fondateur dans ce reportage à Fès de Sarah Jabri et Abdelhalim Kawi. En 2003, Mohamed apprend qu'il souffre de diabète, cette maladie chronique coûteuse et contraignante. 2 ans après, il décide de créer une association pour soutenir, sensibiliser et prendre en charge les personnes diabétiques. L'idée est venue après avoir constaté le nombre croissant de personnes souffrant de diabète au Maroc. En créant cette association, nous avons voulu contribuer à la sensibilisation de ces personnes. Je viens souvent au siège de l'association pour mesurer le taux de glycémie et contrôler la pression artérielle et le taux d'hémoglobine. En 10 ans d'existence, l'association de Mohamed a réussi à encadrer plus de 25 000 adhérents rien qu'à Fès, où elle dispose de 4 bureaux. Les patients y apprennent à prendre en charge leur maladie pour éviter les complications aiguës et chroniques. C'est une action bénévole. Les services dont bénéficient ces patients vont de la sensibilisation au traitement. Nous prenons en charge d'autres maladies comme l'hypertension. Nous travaillons en partenariat avec le ministère de la Santé. Le staff paramédical de l'association est composé d'une 20aine de personnes. Dans ces 25 antennes à travers le royaume, l'association Al-Amal organise quotidiennement durant le mois sacré des séances d'éducation diabétique afin de sensibiliser aux dangers du jeûne pour les personnes diabétiques et les informer sur les types de diabète et sur les modes de prévention. À présent, ambiance de rupture de jeûne dans le sud du royaume. Le temps d'un repas, nous avons partagé la table d'une famille sahraoui à l'Ayoun. Et au menu du ftor, plusieurs aliments incontournables dans la région, comme le lait de chamel ou les dattes, des produits de terroir de plus en plus concurrencés par l'industrie agroalimentaire. Le récit de Nadia Hamouchi sur un reportage de Hassan Houbani, Youssef Wichou. Le ftor sahraoui typique est généralement servi dans des ustensiles traditionnels. Il n'y a pas de préparation spécifique au mois sacré, si ce n'est une soupe d'orge appelée l'hassa. Du lait de chamel bien frais, des dattes, le ftor du sud est servi. Aujourd'hui, de nombreuses familles dans les villes ont peu à peu abandonné ces mets traditionnels. Dans les campagnes, nous tenons à servir tous les jours du lait frais, des dattes et des bols de soupe traditionnels. C'est cela, un ftor sahraoui. Des aliments sains et bénéfiques pour la santé, mais la table sahraoui a beaucoup changé. Jus industriels, viande et aliments gras sont venus allonger la liste des produits servis pour la rupture du jeûne. La table du ftor sahraoui a beaucoup évolué. Il y a plus d'aliments industriels et gras. D'importantes quantités de viande sont également servies pour la rupture du jeûne dans cette région. Et je conseille justement aux habitants d'éviter d'en consommer quotidiennement. À l'Ayoun,
Comme dans le reste des villes marocaines, le meilleur repas est celui que l'on partage, car le mois de Ramadan est avant tout celui de la convivialité. Ça, c'est bien vrai. Et pour finir, cet événement artistique qui s'est emparé des anciens abattoirs de Casablanca, la fête des installations met en avant de jeunes créateurs qui entendent percer dans l'art contemporain. Une initiative menée par l'association Arcane Maroc qui entend bien faire rimer créativité et originalité. Le récit de Samia Halissi sur un reportage de Mohamed Najib. L'originalité était l'un des critères de sélection des œuvres choisies pour célébrer la fête des installations. Et de l'originalité, il y en a eu à en revendre à la Fabrique culturelle des abattoirs. Certaines installations sont à la limite de l'insolite et pour cause. Le principe de cette discipline, c'est justement d'interpeller et de faire réfléchir sur certaines problématiques sociales et humanitaires. Moi, je suis une militante pour la cause marine. Je défends la protection du milieu marin. Le milieu marin est fragile et est en danger. Il faut protéger cette source de vie. Une exposition consacrée à l'installation, mais aussi à la sculpture et à la performance artistique éphémère et immatérielle. Je pense que c'est le seul médium qui puisse un peu transporter l'espace et lui donner une dimension, je dirais surréelle, mais bon, une dimension indéfinissable. Aujourd'hui, il n'y a plus de frontières entre la photographie, le dessin, l'art pictural, l'expression corporelle. Tout s'intègre et tout en fait se conjugue pour pouvoir réaliser une œuvre d'art accomplie. Donc nous avons fait appel pour cette manifestation à 12 pays qui nous sont venus d'Afrique, d'Amérique, d'Europe et aussi beaucoup d'artistes marocains. À événement inattendu, espace emblématique de l'art contemporain. La Fabrique culturelle des abattoirs qui abrite, en plus de cette manifestation, des ftouratoires pendant tout le mois de Ramadan, des soirées artistiques autour d'expositions, de concerts et de projections cinématographiques. Il me reste à vous rappeler une des principales informations de ce mardi 23 juin. Le drame qui se joue au Pakistan où plus de 700 personnes sont décédées dans le sud du pays emportées par une vague de chaleur qui sévit dans la région de Karachi depuis la fin de la semaine dernière. Des températures avoisinant les 45 degrés jamais vues depuis le début des années 80 et qui se sont accompagnées de nombreuses coupures d'électricité à répétition. Une situation qui devrait s'apaiser ces prochaines heures avec une chute du mercure annoncée par la météorologie nationale. Fin de cette édition. Dans un instant, Mubasharatan Ma'akoum avec Jamia Goulhassan. Prochain JT aux alentours de minuit en compagnie de Salah Din Romari. Jamia Goulhassan, c'est demain. Je croyais qu'on était mercredi. Donc dans un instant, la suite de vos programmes ramadanesques. Prochain JT aux alentours de minuit en compagnie de Salah Din Romari. Nous, on se retrouve demain, donc même heure, même endroit.